T'es un loser en amour. T'as 37 ans, t'es célibataire en stream sur Twitch, mon frère. T'es un loser. Frérot. Et tu vas rentrer ce soir, tu vas te pignoler sur ton canapé. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler du clash entre Bastos et Ilan Castronovo. On va parler de Pierre Niney, on va parler de Gaza, on va parler d'Emmanuel Macron et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire mon se malaise et moi je m'occupe du reste. Il y a quelques jours ou peut-être une semaine, la streameuse sud-coréenne Jinity se baladait tranquillement dans la rue, elle faisait son live, un homme s'est approché et l'a agressé. C'était à Toulouse, la vidéo avait beaucoup choqué, beaucoup tourné sur internet. Alors depuis, la streameuse sud-coréenne continue son petit tour en France, elle était à Aix-en-Provence, pareil, elle faisait un live et on a essayé de la voler. Oh, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Yo! Hello? What are you doing? Why are you looking for my bag? Je crois que la pauvre, elle va se barrer de France et plus jamais revenir. En ce moment, on parle pas mal de Gaza et j'ai envie de dire tant mieux. C'est la folie là-bas, vraiment, regardez. L'idée, c'est de rassembler toute la population sur Rafah, comme vous le dites, qui est grosso modo de rassembler, combien sont-ils, 2 millions, 1,9 million, on ne sait pas exactement. On voit en ce moment la carte en même temps pour préciser pour tout le monde. Donc Rafah, c'est à la frontière avec l'Égypte. C'est à la frontière avec l'Égypte et c'est de les rassembler sur, en gros, un quart, même pas un quart, pratiquement un quart du territoire. Donc ce sont des gens qui ont régulièrement été déplacés, parfois au centre, parfois au nord, etc. Donc là, tout le monde doit se rassembler effectivement dans cette partie nord, cette partie sud de la bande de Gaza. Et l'idée derrière, c'est quoi? L'idée, c'est de reprendre ces propos, enfin, d'émigration volontaire, de départ volontaire, puisqu'il y a une agence qui a été créée pour favoriser ce départ entre guillemets volontaire des Palestiniens. C'est-à-dire qu'en les mettant dans une situation de vie quasi impossible, totalement empilés les uns sur les autres, si vous me permettez, vous m'excusez le terme, dans cette région-là, eh bien, Israël espère, ou en tout cas le gouvernement actuel d'Israël espère qu'il y aura des départs volontaires. Et parallèlement, on apprenait, alors les Libyens ont dit non, mais qu'il y avait eu des négociations qui s'étaient engagées via les Américains, enfin tout ça, et les Israéliens évidemment, et les Libyens, pour que la Libye accueille 1 million de Palestiniens venant de Gaza. Tout de suite, les autorités libyennes, enfin une des autorités libyennes a dit non, il n'en est pas question, mais on voit bien le projet de Donald Trump, qui vous en souvenez, c'était la fameuse Riviera. On se souvient de ces images. Cette fameuse Riviera avec toute cette vidéo très très surprenante pour le moins. Eh bien, il se poursuit, mais il se poursuit d'une autre façon. Il se poursuit en acculant, en poussant les Palestiniens. Et Dieu sait si l'on sait que ces habitants de Gaza ne veulent pas partir. Vous voyez, enfin, là, même si ils le souhaitent, de toute façon ils ne peuvent pas, de les pousser finalement à franchir cette frontière égyptienne. Alors on connaît la position de l'Égypte, non. On connaît la position de la Jordanie, non. Mais à un moment donné, ben voilà, il ne peut. Enfin, je crois que les conditions de vie pour eux, on ne peut pas l'imaginer nous ici, mais les conditions de vie sont impossibles. Et moi, je me dis, on faut jamais se mettre à la place des gens, mais quand on est dans des conditions de vie impossibles et qu'on a des enfants, regardez ce qu'ont fait les femmes ukrainiennes, elles sont parties. Alors là, il y a un nationalisme très fort chez les Palestiniens. On les pousse à partir de chez eux. C'est quand même une folie. En ce moment, vous le savez, c'est le Festival de Cannes, l'occasion pour demander à certains acteurs ce qu'ils pensent de la condamnation de la légende, enfin peut-être ex-légende du cinéma français, Gérard Depardieu. Donc là, la question s'adressait à Pierre Niney. Bonjour. Ouais.
Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. L'AFP, ça va bien l'AFP? Ça va et vous? Ouais, très bien. Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans le cinéma français? J'espère que c'est une place grandissante. On doit absolument tous y travailler. Je crois que dans le cinéma européen, on n'avait encore qu'une seule femme réalisatrice sur quatre films européens. Donc il y a encore du chemin à faire. Il faut le faire pour avoir juste une représentation égale et en fait finalement réelle du monde qui nous entoure. On ne peut pas se dire à la table, il n'y a pas les visions logiques d'une moitié de l'humanité. C'est impossible. Et cette semaine, il y a quand même eu un gros procès en France. Ouais. Celui de Gérard Depardieu. Bien sûr. Est-ce que ça va faire avancer les choses? J'espère, il faut rendre absolument la justice partout autant qu'on le peut et j'espère que ça va faire avancer les choses, bien sûr, les mentalités et la justice elle-même d'ailleurs aussi. Vous voyez qu'il y a du changement ou pas? J'en vois, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a des voyants qui s'allument quand même sur des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire et aussi d'un point de vue purement artistique, moi c'est mon métier, toujours de penser effectivement à ce spectre de la réalité en se disant on ne peut pas exclure des visions de gens, de minorités ou de majorités silencieuses en ne les incluant pas dans les récits des films. Ça c'est important et ça c'est en train de changer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il y a quelques années, on se rappelle de cette formule d'Emmanuel Macron qui avait dit à un homme « Je traverse la rue et je vous trouve du travail ». Eh bien, on n'en était pas loin. Et il n'a pas réitéré, mais il a confirmé ses propos en discutant un petit peu de choses et d'autres, notamment des futures réformes du chômage. Déjà qu'il y en a eu avant, ça va se durcir drastiquement, on va dire. C'est les petites entreprises aussi qui sont en souffrance. Ça dépend des secteurs. Même des secteurs qui sont vraiment en souffrance. Ouais. Ils ont des charges qui sont trop lourdes sur leur... Et les charges, ça va payer moi-même. Oui, je sais bien, mais... Les charges, c'est les cotisations. S'il n'y a pas les cotisations, je ne peux pas faire ça sur l'hôpital. Il y a un moment... Quand on parle de l'hôpital, c'est de l'emploi public. Oui. C'est de l'emploi public, il faut bien que quelqu'un le paye. Donc c'est les impôts, les cotisations. Le soin pour que... Quand on va tous se faire soigner que ça ne coûte pas, c'est parce qu'on a cotisé pour pas que ça coûte. C'est ça aussi. Donc on va essayer de continuer à simplifier. On a baissé l'impôt sur les sociétés pour les plus petits et les cotisations. On va travailler sur tous les feignants. Oui, non, mais c'est ce qu'on disait. Non, on a fait la réforme de l'assurance chômage, on doit en passer une deuxième étape. On paye des gens 450 € par mois. Moi, je peux pas le dire comme ça. Oui, non, mais voilà, mais... Quand j'ai dit qu'on peut traverser la rue pour trouver de l'emploi, oui, je me suis fait ramasser, mais il y en a. C'est ça le problème. Dans le bâtiment, dans la restauration... On est trop les gens pour qu'ils restent à la maison. Alors, je ferai attention parce que vous avez toujours des gens en situation de détresse. Oui, pas tout le monde. Et donc, c'est ça, faut pas... Un bon corps de... Voilà, donc je ne sais pas vous dire quelle est la proportion. Oui, non, mais après, vous avez, oui, des gens qui profitent du système. Après, vous avez des gens parfois qui ont un coup dur de la vie. C'est pour les aider. Voilà. Et vous avez beaucoup de situations, par exemple, vous avez beaucoup de mamans seules aujourd'hui. Si ça leur coûte plus cher de faire garder leurs enfants que de reprendre un boulot, ils n'arrivent pas. Et donc c'est là où il faut qu'on nous on accompagne mieux, mais c'est tout le truc de France Travail. Mais on ne va pas lâcher cette affaire. J'espère. Parce que la France, elle n'avancera que par le mérite et le travail. Hein. C'est ce que vous faites qui permet de tirer, et c'est ce que je disais, c'est pour ça que je vous ai remercié, c'est que c'est votre travail qui permet de convaincre des gens d'investir davantage et de créer des nouveaux emplois. Et le pays, il peut avancer et payer tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire son éducation, sa santé et autres, que s'il produit. Il y a quelques jours, on avait parlé du joueur de football nantais qui refusait de jouer pendant la journée de lutte contre l'homophobie. Il y a eu un autre incident, on va dire. Il y a un joueur de l'Olympique lyonnais qui s'appelle Matic. Il a caché le drapeau LGBT sur son maillot avec du strap. Cet incident, vous vous en doutez, a beaucoup fait réagir. On va écouter un auditeur des grandes gueules d'RMC. Faut pas en faire de trop avec l'homophobie. Il faut pas aller dans l'excès comme eux vont dans l'excès quand ils refusent de jouer, par exemple. Tout est question de modération, en fait. De bon sens, en fait. Et pour ce qu'il en est de refuser de jouer pour Mostefa Mohamed, pour Nemanja Matic qui met le bandeau, je suis désolé, mais quand son entraîneur il le voit mettre le bandeau, le sparadrap sur le logo, il le dégage, en fait. Il joue pas, quoi. Et puis il prend une amende, et puis comme Mostefa Mohamed prend une amende, mais Mostefa Mohamed, ça fait 3 ans qu'il refuse. Donc à un moment donné, tu le dégages du club. C'est bon, ça devrait être inscrit dans les contrats de travail. Si t'es pas OK avec ce que fait la Ligue, avec ce que fait le football en France,
bah, tu vas jouer au Maroc, tu vas jouer en Tunisie, tu vas jouer où tu veux, tu vas jouer en Arménie, mais tu viens pas nous faire chier en fait à faire tes espèces de convictions en France. C'est comme ça, en France, il y a une journée de lutte contre l'homophobie, si t'as pas envie de jouer... Il faut pas qu'ils n'oublient ce que vous dites, Pierre, il ne faut pas qu'ils n'oublient qu'ils sont des salariés. Bien sûr. Et qu'en plus, ils sont sous contrat avec un club, avec la Ligue. C'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr. C'est ça, tout simplement, quoi. Oui. Voilà. Et moi, Alain, ce que je disais au Standard, c'est que j'ai fait du football pendant 20 ans. Après, à mon niveau, j'ai été amateur, hein, j'ai pas joué à un haut niveau. Mais au fur et à mesure des années, en fait, j'ai vu la religion arriver de plus en plus dans les vestiaires. Et je dis pas la religion, je dis la radicalité même de la religion. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais jeune, ben on se douchait tous à poil en fait dans les vestiaires, ça ne posait aucun problème à personne. Et au fur et à mesure des années, on se touchait tous à poil, vous avez dit. On se touchait. Ah, on commence pas, Charles. Non, j'étais pas sûr. Ne vois pas le mal partout, Charles. C'est pas du mal, ça, c'est du bien. Allez-y. On se douchait donc tous à poil et puis en fait au fur et à mesure des années j'ai vu des collègues, des coéquipiers mettre des caleçons, mettre des t-shirts. En fait au regard de la religion, de la pudeur de la religion, en fait, enfin c'est ridicule. Attendez, excusez-moi Pierre. Comment est-ce qu'on se douche en t-shirt? Bonne question, allez leur poser. Moi, je me suis toujours douché à poil. Hein, donc... Alors, j'ai beaucoup aimé le discours de Pierre et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment un footballeur professionnel, donc c'est son métier, refuse de participer à une journée contre la haine, quelle qu'elle soit. Voilà, en fonction de l'orientation religieuse, sexuelle, les origines, le racisme, j'arrive pas à comprendre. Et sur le même sujet, on a eu Charles Consigny qui est venu faire l'avocat du diable. Après, il faut reconnaître aussi, à la décharge de ce joueur, si je me fais l'avocat du diable une seconde, qu'il y a aussi des excès dans la promotion d'une culture queer, d'une culture LGBT. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi un porteur sur deux de la flamme olympique en France était une drag queen. Je suis désolé, j'ai pas vu la nécessité de faire porter cette flamme. Une fois sur deux, c'était un sportif, un artiste, mais l'autre fois, c'était une drag queen. T'as pas tort. Donc, voilà. Par exemple, je suis pas sûr que les cours de lecture en Vendée à des enfants pas en âge de dire s'ils sont d'accord ou pas, doivent être assurés également par des drag queens. Je n'en suis pas certain. Il y a aussi une espèce de rouleau compresseur de ce côté-là qui d'ailleurs rend pas service qui rend pas service à la cause. On va revenir un petit peu sur Gaza. Sur le plateau de En Société, Mathilde Philippe-Gué a dit les termes. Voilà, elle a dit une vérité, un truc qui me... Depuis le début, je me dis mais... Comment on passe à côté de ça? Comment on arrive à sacrifier autant de vies pour une personne alors qu'il y a d'autres solutions? Elle a dit ce qu'il fallait dire. J'ai vu un certain nombre de situations de paix. Ça redonnera peut-être un petit peu d'espoir à ceux qui nous regardent. On croit toujours que c'est impossible, hein, que la paix n'arrivera pas. Et toutes les situations, je me tourne vers l'historien, arrivent à un moment à la paix. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais cette paix, elle se construit en 3 étapes. La première, c'est l'arrêt des hostilités. La deuxième, le maintien de la paix. Là, on va intervenir avec une force d'interposition, etc. Et la troisième, c'est la construction de la paix. Et c'est là que la justice intervient. Après cela. Donc la justice, elle sert dans le 3e temps, pas tout de suite. Pour que la paix soit durable. Pour que la paix soit durable. Tout ce qu'elle peut faire, c'est dire attention. Peut-être, alors là en plus on est au stade des mesures conservatoires, peut-être qu'il y a un risque de génocide et donc il faut arrêter cela. Simplement on voit bien que ce n'est pas le juge qui va faire arrêter la guerre. En revanche, le droit peut servir maintenant. Ce droit, c'est le droit humanitaire. Et c'est toujours une belle idée. Hein. Cette idée, c'est qu'il faut tenir compte des civils en temps de guerre. La guerre n'est pas interdite, c'est pas un crime. Mais en revanche, il faut faire attention aux populations civiles. Puisque c'est un sujet, un thème que l'on prend toujours, et je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de questions interdites ce soir. On me dit toujours, mais par exemple, le Hamas se cache dans les hôpitaux. Et donc, les hôpitaux peuvent être pris pour cible. Eh bien, en droit de la guerre, cette situation est prévue. Si des combattants se cachent dans un hôpital, effectivement, l'hôpital perd sa protection. Sauf que il faut alors respecter un principe de proportionnalité. On ne va pas tuer 100 personnes pour aller tuer une autre. Vous comprenez? À ce moment-là, on respecte le principe de proportionnalité. Et donc nos dirigeants, les associations, je le dis en tant que juriste, c'est paradoxal et pourtant qu'est-ce que j'ai écrit sur le crime de génocide et qu'est-ce que je le défendrais peut-être dans certaines circonstances. Je pense que ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de rappeler qu'il faut arrêter déjà les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité avec ces principes clairs. Parce que le génocide, j'ai envie de dire, c'est plus tard. On va poser ce sujet-là. Mais en revanche, il faut qu'on soit efficace. Et ce qu'on veut, c'est que les victimes cessent
d'être des victimes, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient. En parlant de paix, c'est pas entre ces 3 protagonistes que vous allez la trouver. Alors, on se rappelle, il y a eu l'Influence Fight Club. Bastos a reçu un des organisateurs, Guillaume Pelletier, un des plus grands managers français, si ce n'est le plus grand manager de Benoît Saint-Denis, Oumar Sy, Morgan Charrière, et j'en passe. Guillaume Pelletier était donc chez Bastos. Il a parlé de l'événement, il a parlé d'Ilan, il a laissé sous-entendre qu'Ilan était dopé, même à l'événement. Et cette information viendrait de l'encadrement d'Ilan lui-même. En revanche, j'ai pas la kétamine. Ok. Pourquoi la kétamine, tu voulais vérifier? Parce qu'il y a quelqu'un de son coin, un de ses coachs, qui l'a dit à quelqu'un, tout simplement. Ok, d'accord. C'est aussi simple que ça. S'il a un problème avec la source, faut qu'il sache que la source, ça vient de chez lui. Et la kétamine, ça sert à quoi dans ce domaine? Alors, c'est connu dans le MMA. Ouais. C'est un truc qui te réduit un petit peu la douleur. Donc déjà, c'est intéressant pour ça. Ouais. Et ensuite, ça t'apporte une certaine motivation, tu vois, le fait de... Ok, regardez là. Un des effets secondaires de la kétamine, c'est que si les proportions sont mal maîtrisées, ça amène du stress, des hallucinations et un manque de confiance en soi. Alors, la kétamine, en règle générale, les effets durent environ 1 heure. Chez certains usagers, la kétamine provoque un état dépressif ou de l'angoisse, des pertes de mémoire. De l'angoisse. Ouais. Et du coup, ça serait pas du tout intéressant pour aller combattre et ça pourrait lui donner le flip juste avant. Ça l'est si c'est bien maîtrisé. Sauf que quand tu respectes pas les doses qui sont prescrites, voilà. Alors attention, je ne dis pas qu'il a pris. Non. Je dis juste que l'information vient de quelqu'un de son coin. Donc malgré tout, ça reste quand même surprenant. Ouais. Et je dis juste que je lui ai demandé de faire le dépistage et qu'il l'a pas fait. Ce qui est en vrai intéressant, c'est que genre, pourquoi tu fais pas kétamine si on t'a demandé de faire certains trucs, genre exactement. Et en soi, ce que dit Guillaume Pelletier, ça peut avoir du sens parce qu'on se rappelle d'une vidéo d'Ilan avant son combat avec Abdel Soulax. Et honnêtement, Ilan, il est vraiment pas dans son état normal. Donc Guillaume Pelletier, il est passé samedi soir chez Bastos et hier, c'était au tour d'Ilan, donc c'est son droit de réponse. Bon, il s'est expliqué, mais il y a un passage, on va dire, marquant. Il y a un clash qui a pété entre Bastos et Ilan. Et vous allez voir que dans ce clash, Ilan, c'est vraiment la tête à claque. C'est-à-dire qu'il a une idée préconçue de la réussite. Si vous n'êtes pas dedans, bon, bien sûr, il est dans cette idée préconçue, mais si vous n'êtes pas dedans, vous êtes un moins que rien et c'est d'ailleurs ce qu'il va dire à Bastos. Il n'y a jamais personne qui est monté dans la cage et qui a pas combattu. Il paraît que c'est jamais arrivé avant toi. C'est réussi. Voilà, mais c'est un record du monde d'une personnalité de mec qui rate un peu les trucs, tu vois. Mais raté quoi? Mais grâce au réseau, tu as fait de cette personnalité un truc populaire. Tu vois ce que je veux dire? On se demande la prochaine connerie qu'Ilan va faire. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Être un loser, c'est un mec qui rate sa vie. Non, parce que toi, tu vois que le côté gagner de l'argent. Winner, ça gagne de l'argent. Loser, ça en perd. Il y a plein de losers qui gagnent de l'argent parce que ce sont des losers. La télé-réalité, c'est ça. Ah, donc moi, j'avais une carrière de loser en télé. Ouais. Alors j'ai tout gagné et en épreuve j'étais plus fort que toi. Sur toutes les épreuves j'étais plus fort que toi. J'avais des meufs plus belles que toi et mes ex qui allaient après moi. En fait t'es un loser parce que tu dis ça. Tu vois ce que je veux dire? T'es un loser parce qu'en fait genre il n'y a pas de winner à sortir avec une meuf et à la tromper, à la perdre. Il n'y a pas de winner à gagner une épreuve de télé-réalité. T'es un loser. Mais il y a loser en amour. Mais il n'y a pas de winner. T'es un loser en amour. T'as 37 ans, t'es célibataire en stream sur Twitch, mon frère. T'es un loser. Frérot. Et tu vas rentrer ce soir, tu vas te pignoler sur ton canapé. T'es un loser parce que... Peut-être parce que je suis abstinent. Peut-être parce que je suis abstinent. Il aurait niqué. Ah ouais. Bah alors. T'es un loser, frère. Non, je suis pas un loser. Toi, t'as vraiment cette image du mec. Mais non, c'est toi depuis qui dis toujours. Ça. Non, mais c'est vrai. Depuis toujours. Bah non, j'ai réussi tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu rigoles. Imprévisible et qui rate. Mais on adore le regarder, ça nous fait rire, tu vois. Enfin, ça nous fait rire. En fait, ça crée des situations. Tu te rappelles pas dans le reste du monde, c'est toujours au-dessus de toi aux épreuves. T'as la mémoire courte, toi. Mais justement, c'est des épreuves de merde. C'est des épreuves de merde. T'as collé, toi. Le reste du monde, c'était notre vie. T'es fou, toi. Oui, ben voilà. Ça, c'est un truc de loser de dire le reste du monde, c'était notre vie. J'ai gagné Moundir. T'as gagné Moundir, toi? Non, t'es un loser. T'as sauvé la cloche, clochard. Mais frérot. T'es un loser. Mais c'est parce que je m'en branle. Non. T'es un loser. Parce que c'est une émission pour les teubés. Mais t'es un loser, t'as sonné la cloche. Moi j'ai allé au bout, j'ai gagné, j'ai mangé la migale. Mais voilà, il a mangé la migale. T'as vu? Genre en fait, c'est un peu comme Nicolas Lozina qui dit ouais le reste du monde c'était ma vie, on a gagné ça, on a gagné ça. Non, mais frérot, c'est pas les Jeux Olympiques. Tu parles à un mec qui a mieux réussi que toi dans ce milieu. Mais moi je m'en branle, je m'en suis toujours branlé. Bah t'es un loser. T'as pas la bonne mentalité. T'as fait sonner la cloche, frérot. Alors t'aurais pu gagner en plus. Mentalité de loser. Alors je vais pas défendre Bastos, mais c'est quand même incroyable d'entendre Ilan dire t'as pas la bonne mentalité. Frérot, t'es monté dans une cage, t'as fait une chose unique au monde. C'est-à-dire que c'est vraiment un record du monde. Personne n'avait fait ça avant. Monter dans une cage et dire non, je me bats pas, c'est jamais arrivé. Voilà, il y a des gens qui sont blessés dans les vestiaires, etc. Voilà. Mais monter dans la cage et dire non, je me bats pas, c'est le seul au monde à l'avoir fait.
C'est ça la bonne mentalité. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.